Bonsoir à tous et bienvenue dans Fort Bleu de Campagne, votre émission pour décrypter avec nous l'élection présidentielle donc en République du Congo. Aujourd'hui, nous sommes donc à Djambala où le candidat Denis Sassou Nguesso organise son meeting. Et pour décortiquer cette actualité, je suis entourée des journalistes. François Bikino, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Joachim Banza, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons un travailleur social, donc Ejidel Oko Engabe, bonsoir. Bonsoir. Alors il faut le souligner, on revient donc d'une région, le Poul, où a été marquée par les crises du passé. Et aujourd'hui, nous sommes ici même donc à Djambala, une ville qui prône donc le dialogue national. Comment expliquez-vous cette stratégie politique de la part du candidat Denis Sassou Nguesso d'organiser ici son meeting dans la ville nationale? Je vous donne la parole étant donné que vous êtes donc notre invité aussi également, le premier invité. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie politique du candidat? Alors, ce que je pense de cette stratégie politique du candidat aujourd'hui, Djambala est une zone assez importante puisqu'on a parlé de la concertation de Djambala qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et de cette concertation, on a eu également le 13 septembre 2025 à Paris, où le conseiller politique du candidat aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, s'était concerté avec la diaspora. Et on voit très bien que le candidat Denis Sassou Nguesso est un homme qui aime énormément la concertation, concerter, et parce que le dialogue permet justement d'évoluer. Donc on vient des blessures du passé du Poul et désormais vers le dialogue national. Qu'est-ce que ça raconte de faire d'abord la région donc du Poul et ensuite dans Djambala? C'est dans les priorités du président de la République, enfin du candidat président, de favoriser le dialogue, de toujours mettre tout en œuvre pour renforcer l'unité nationale. Mais Djambala, c'est quand même une localité tout à fait particulière. Djambala, qui a été créé en 1913 par l'explorateur Gautran, et Djambala qui est aussi ancré dans la grande tradition, dans la grande culture millénaire Téké. Et on sait que les Téké ont joué un grand rôle dans l'histoire de notre pays. Et donc, c'est quand même une étape importante pour le président de la République. On l'a dit, il y a eu un dialogue. Et je crois que pour le président, commencer par Djambala dans le cadre de sa tournée septentrionale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut le souligner, c'est sûr, donc c'est l'un aussi des fiefs les plus favorables donc, du parti du candidat Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous y voyez vraiment un message d'équilibre national ou un retour aux zones sûres? Surtout, j'y vois un message d'unité nationale. Le président, disons le candidat de la majorité, a terminé sa tournée dans la partie méridionale du pays qu'il avait commencé à Pointe-Noire, Dolisie, Sibiti, Madingu, Kinkala. Donc il a bouclé cette partie méridionale et dans sa stratégie de campagne électorale, il démarre la partie septentrionale par Djambala, qui est, comme François l'a dit, une localité tout à fait symbolique en termes de tradition téké, quand bien même, on va dire, la tradition téké, avant l'arrivée du blanc, était répandue jusque dans la partie méridionale du Congo, donc même dans le Poul, la Bouenza, la Lekomo, on va dire, c'est des terres téké, anciennement téké. Donc, le fait de commencer sa campagne par Djambala, je trouve qu'il a une très bonne, disons, de commencer pour ce qui concerne la partie septentrionale par Djambala, donc la partie nord du pays par Djambala. C'est un choix tout à fait stratégique, politique et plein de symboles. Est-ce que vous pensez que ces rencontres-là vont produire de vrais changements autour donc, de la population ici même à Djambala? Parce qu'une partie de l'opposition parle d'un simulacre de dialogue, si je peux les citer, et de tourisme à Djambala. Est-ce que vous comprenez tout de même ces critiques? Alors, comment comprendre lorsque les gens critiquent pour critiquer? J'ai envie de dire que le seul défaut du président candidat aujourd'hui, c'est qu'il œuvre là où les gens spéculent.
les va-t-en-guerre continueront toujours à faire la guerre et à spéculer autour de quelque chose qui est concret. Parce qu'aujourd'hui, dans cette concertation qui a eu lieu à Djambala, ici, on a vu des partis de l'opposition faire des propositions. Alors, c'est comme ça qu'on avance. On avance en dialoguant et les gens qui sont incapables de rassembler vont toujours chercher à diviser et ceux qui sont incapables de gouverner vont toujours stigmatiser. Cherchons à diviser. Oui, exactement. C'est-à-dire que dans ce pays, aujourd'hui, la priorité est au dialogue, quelle que soit sa forme. Et le président... Quelle que soit sa forme. Quelle que soit sa forme. Il faut toujours dialoguer. Et d'un dialogue sort toujours quelque chose de positif ou un début de quelque chose de positif. Je crois que boycotter un dialogue, mais c'est choisir la voie de l'inconnu. Donc c'est une erreur stratégique de la part de l'opposition d'avoir fait ça. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Mais il faut dire aussi que le président vient de Kinkala. Kinkala, région du Poul. Kinkala qui a subi quand même les affres de plein fouet, les affres de la guerre civile. Et Kinkala qui a été également perturbé il y a quelques semaines. Et donc, le fait que le président de la République, le président candidat, parte du Poul et vienne à Kinkala, à Djambala, où il y a eu cette concertation, c'est tout un message très symbolique, un message qui nous dit finalement que tout est possible dans la voie de la paix. On a beaucoup présenté ces assises à Djambala comme un moment pour, je cite, consolider la démocratie par des élections libres et donc transparentes. À vos yeux, est-ce que les recommandations qui en sortent ont une chance d'être appliquées cette fois-ci? D'abord, moi je félicite le président de la République, candidat sortant évidemment, qui a dans ce pays promu la politique du dialogue. La politique du dialogue remonte, on va dire depuis la conférence nationale, les premiers pas dans la démocratie, mais nous avons connu l'histoire que nous avons connue, malheureusement émaillée par des conflits armés. Et quand il est arrivé aux affaires, le président Denis Sassou Nguesso a promu la politique de dialogue en organisant le Forum national pour la paix, la réconciliation, le dialogue, ainsi de suite. Et à partir de là, une tradition est née, c'est-à-dire qu'avant chaque scrutin, la classe politique tient des concertations pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à régler. Et ça a été le cas donc dernièrement, il y a une semaine et demie à peu près, ici à Djambala, où la classe politique s'est retrouvée avec le ministre de l'Intérieur, M. Zéphirin Raymond Mboulou, pour justement voir les paramètres à régler un peu au niveau de l'organisation du scrutin. Maintenant, on va dire, ce que fait l'homme n'est toujours pas parfait, c'est pas exempt de critiques, il y a des critiques, c'est sûr que au niveau de la classe politique, notamment de l'opposition, il y a des attentes, il y a des acteurs qui considèrent qu'il y a des attentes qui ne sont pas satisfaites alors que ça aurait pu déjà être le cas. Je pense, je l'ai déjà dit sur ce plateau, ce n'est pas parce que c'est un homme exceptionnel. Moi, je crois que quand on ferme les portes à des acteurs, on crée des mythes. Il faut laisser tous les acteurs parler, s'exprimer, venir dire ce qu'ils pensent. Ça aurait pu être le cas du président Mathias Nzo, qui a lui une autre proposition. Parce que pour lui, il fallait ne pas tenir l'élection présidentielle, tenir plutôt un dialogue qui aurait pu déboucher sur l'établissement d'un régime de transition. Mais moi, en tant que démocrate, je considère qu'il faut éviter ces voies-là. C'est sa proposition, je la respecte. Mais il faut, je crois, pour asseoir la tradition démocratique, garder le rythme des élections que le président de la République, le président de la République, en tant que président de la République, candidat aujourd'hui, a installé dans ce pays. Les élections depuis 2002 se tiennent régulièrement. Et ça, c'est un fait qu'il faut relever et dont il faut le féliciter. Bon, lui, il va passer. Il va passer, mais j'espère que le pays va hériter de cette tradition, ne plus bousculer le rythme des élections. Parce que chaque fois, le problème des politiques, c'est quoi? C'est qu'on s'assoit, on se partage le gâteau. Non, c'est le peuple qui est souverain,
Il faut respecter la volonté du peuple de désigner ses représentants dans la gestion du pays. Alors, Monsieur Bikindou, ouais, puisque Joachim Banza parle du peuple, je crois qu'en évoquant cette problématique de dialogue, on n'a pas tenu compte du peuple. Et je voudrais justement mettre en avant une idée. Chaque fois qu'on parle de dialogue, ça rassure le peuple. Ça rassure le peuple parce que ce peuple appréhende les élections. Ce peuple appréhende l'issue des élections. Et dans la conscience collective, qui dit élection, dit conflit. Et conflit armé. Et donc, le fait de toujours organiser des dialogues avant chaque échéance électorale a aussi l'avantage de rassurer le peuple. Ce peuple qui traîne quand même un traumatisme depuis 1997. Monsieur Oko, en tant que travailleur social, est-ce que vous, qui venez aussi même du peuple, certes aussi de la diaspora, si Ndjambala devient donc le centre de la diplomatie intérieure et à chaque présidentielle, est-ce que cela renforce pour vous la confiance ou au contraire, vous avez des suspicions d'un scénario déjà verrouillé démocratiquement? Alors, je n'ai pas de suspicion. Je dirais que c'est déjà une très bonne démarche. Il ne faut jamais minimiser les efforts. C'est très important. Et chaque pas est très important. Alors, aujourd'hui, de cette concertation-là, il faut qu'on arrive aussi à faire une concertation avec le peuple. Et oui, parce que le peuple a besoin aussi, lui aussi, de s'exprimer. Et moi, j'estime que la concertation de Ndjambala est très importante, notamment sur l'appareil démocratique, parce que c'est quelque chose de super important. Et ceux qui boycottent font une grave erreur que de boycotter un moment aussi crucial. Mais je dirais aussi qu'aujourd'hui, nous le savons très bien, il y a une fracture qui peut se faire ça et là au niveau des pouvoirs publics. Et ça, c'est une réalité, je dirais même mondiale de toute démocratie, où on a besoin justement de se rapprocher. Je dirais pas réconciliation, parce que réconciliation voudrait dire qu'il y a eu rupture. Mais je dirais plutôt que le peuple a besoin de se sentir aussi à rapprocher de ceux qui le représentent. Ndjambala, c'est bien, mais nous osons espérer par rapport au projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso axé sur la jeunesse pourrait justement parler et aussi donner ses sentiments. Je pense que c'est un secret, je vais y aller, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Évidemment, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être reconduites. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être reconduites. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à des enjeux numériques. Il faut rafraîchir aussi cette classe politique. Nous avons vu à Kinkala, par exemple, où le candidat Denis Sassou Nguesso a reçu une quarantaine de jeunes. On entend dans son discours parler énormément de la jeunesse et il reçoit une quarantaine de jeunes dans sa résidence à Kinkala. Cela, pour moi, en tant que jeune, augure qu'il y a une volonté à mettre la jeunesse au cœur de cette politique à venir. Donc c'est une très bonne chose et nous voulons voir cela concrétiser davantage. Je n'invente rien puisque lui-même l'a dit. Il faut préparer les jeunes à prendre le relais. Il faut préparer les jeunes à prendre le flambeau. Maintenant, il faut quand même qu'on soit aussi rigoureux. La jeunesse ou les jeunes, ça ne veut pas forcément dire aller dans le sens de la perfection. Il faut aussi à ce niveau-là beaucoup de rigueur. Parce que quand on observe la classe politique, on se rend compte aussi que certains jeunes ne sont autres que des clones des vieux qui sont là, qui nous dirigent. Donc toujours en train de se positionner et toujours en train d'accéder à des postes de responsabilité pour reprendre en fait les antivaleurs, pour reprendre ce que nous décrions tout le temps. Donc c'est vrai qu'il faut renouveler la classe politique, c'est vrai qu'il faut permettre aux jeunes d'accéder à certains postes de responsabilité, mais encore faudrait-il que le président qui vient, le président candidat, s'il était élu, puisse mettre beaucoup de rigueur dans le choix des jeunes à promouvoir. En tout cas, il souhaite mettre beaucoup plus de rigueur, si je puis dire, dans le programme au niveau de l'agriculture. C'est une priorisation. On parle donc de 12 millions d'hectares cultivables, dont moins de 10% qui sont exploités, avec l'idée donc d'une ferme école et de zones agricoles protégées. Mais quand on regarde vraiment la réalité donc des pistes rurales et de l'accès aussi des marchés dans les plateaux, est-ce que vous voyez déjà le début de cette accélération donc agricole où on reste dans des promesses répétées depuis à peu près plus de 20 ans? Merci bien, madame, pour
pour la question. Je crois que aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ok. Parler au Congo sous la gouvernance du président Denis Sassou Nguesso de l'agriculture comme priorité des priorités, l'agriculture qu'il faut prioriser, je crois que vraiment c'est resté dans la redondance. Dès son arrivée aux affaires, dans les années 80, le président Denis Sassou Nguesso a fait de l'agriculture une priorité politique. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est que pourquoi l'agriculture, priorité des priorités, paraît dans les statistiques comptables, budgétaires de la nation comme domaine négligé, arriéré. C'est ça maintenant la question qu'il faut se poser. Politiquement, l'agriculture, priorité de priorité. On dit aujourd'hui, on parle de il propose la mécanisation. Ok, on soutient tout ça. Mais pourquoi dans la réalité, justement, l'agriculture apparaît comme le parent pauvre, le secteur parent pauvre de l'économie nationale? C'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser. J'ai un début de réponse. Parce que tout simplement, nous l'élite, nous les cadres, nous ne sommes pas dans cet esprit de l'agriculture, priorité de priorité. Nous sommes dans l'esprit, François l'a dit tout à l'heure, bon, je ne vais pas déborder sur ce plateau, nous sommes dans d'autres priorités. Et cela se remarque d'ailleurs. Quand les cadres de ce pays vont épouser l'esprit cultivé depuis les années 80 par l'actuel président, je crois que beaucoup de choses vont changer au Congo. Et même la mécanisation viendra d'elle-même. Aujourd'hui, il ne faut même plus parler de la mécanisation. Il faut parler de l'informatisation de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est avec des drones. Les agriculteurs travaillent avec des drones, ainsi de suite. Donc, il faut informatiser. La mécanisation, c'est une étape qu'on aurait pu déjà passer. Mais enfin, puisqu'on n'y est pas encore vraiment totalement, il faut le souhaiter que cette fois-ci, on va y rentrer. Mais le défi, ça reste comment épouser l'esprit de l'agriculture, priorité de priorité, face aux recettes pétrolières qui nous jettent dans la paresse de la richesse. Parce que quand il y a l'abondance des recettes pétrolières, on ne regarde même plus l'agriculture. Merci beaucoup. Monsieur Oko avait déjà abordé cette piste de la numérisation. Vous, en tant que justement travailleur social, concrètement, qu'attendent les producteurs d'ignames, de pommes de terre et donc même des cultures vivrières des plateaux de ce candidat? Est-ce que c'est la voie aussi d'apporter un peu plus de soulagement donc aux agriculteurs au niveau numérique, de pouvoir donc avoir beaucoup plus de reconnaissance? Alors, je pense qu'il y a deux choses à tenir en compte. C'est que l'industrialisation de l'agriculture met forcément en difficulté également des personnes qui sont dans la ruralité. Ça a toujours été une réalité. Donc, dans notre contexte à nous, on doit composer avec les deux. On doit savoir comment conjuguer pour ne pas laisser en marge d'autres personnes qui vivent justement de cette agriculture. Donc partir dans l'industrialisation de manière rapide, directe, sans tenir compte de la réalité de ceux qui en font un travail en soi pour vivre, ça peut également être une erreur. Mais j'aimerais dire une chose qui est très importante quand même. Parce qu'on voit l'action. Moi, aujourd'hui, je parcours le Congo en soi. Et quand on parle de l'autosuffisance alimentaire, il s'agit d'abord de décentraliser le pays. On ne peut pas arriver à amorcer la politique d'autosuffisance alimentaire sans avoir au préalable désencombré ou encore désenclavé le pays. Et c'est une réalité qui a été mise en place par le candidat Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Et maintenant, il y a une politique également qui est mise en place pour permettre justement aux agriculteurs d'avancer, de se constituer en coopératif. Vous pensez que c'est suffisant, c'est assez suffisant? Il faut qu'on commence d'abord à s'en saisir et qu'on commence également à changer nos mentalités. Pourquoi? Parce que l'agriculture est renvoyée aussi pour certains comme un travail de pauvres, comme un travail de personnes démunies. Comme je le disais à la première émission, il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent se diriger vers des postes de fonctionnaires plutôt donc vers l'agriculture. Comment justement, est-ce que vous avez même une solution ou même des pistes d'idées pour que les jeunes puissent aussi investir et même les cadres puissent investir dans ces domaines-là? Alors, tout est question de priorité en soi. Aujourd'hui,
la politique seule, les pouvoirs publics seuls ne peuvent pas justement pourvoir à tous les travails. La politique qui est mise en place, elle permet justement à ce qu'on puisse se constituer en coopérative. Alors je dirais, si j'ai un peu de moyens, je peux louer des terres et allons cultiver, allons au contact de notre terre pour pouvoir justement accompagner cette politique du candidat. Je vous prends un peu à contre-pied. Je dirais que le peuple est prêt à s'investir pleinement dans l'agriculture. Le paysan, sans aucune aide substantielle, le paysan s'investit dans l'agriculture. Le paysan aide les grandes zones urbaines à vivre des fruits de la terre. Je pense que, et Joachim l'a dit tout à l'heure, je pense que la responsabilité revient aux décideurs politiques. J'ai l'impression que à un certain moment, on a parlé de l'agriculture priorité des priorités pour sacrifier à une certaine mode. Mais en réalité, c'était pas intégré véritablement dans notre esprit. Et aujourd'hui, avec les difficultés qu'on est en train de connaître, avec le contexte international qui devient de plus en plus incertain, ça nous renvoie justement aux fondamentaux. Et entre autres, il y a l'agriculture. Et quand le président candidat revient sur cette problématique de l'agriculture, de la mécanisation de l'agriculture, mais il perçoit la nécessité justement de pouvoir faire en sorte que ce pan de notre économie, ce pan de notre vie puisse être redynamisé. Et allant quand même dans notre passé, dans les années 60, on a quand même connu des grands centres agricoles dans ce pays. Chaque région avait une vocation agricole. Djambala, c'était la pomme de terre, mais Kindamba, c'était quand même le riz, et c'était les bœufs, l'élevage des bœufs, tout ça. Donc, chaque région avait une vocation agricole. Mais au fil des temps, ça s'est étiolé, il n'y a pas eu une continuité. Alors qu'on aurait pu simplement garder donc ce legs-là, investir dans ce legs pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'on a quand même eu la culture du café et du cacao, en même temps que la Côte d'Ivoire. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu un suivi, il n'y a pas eu une continuité. Donc quand le président remet ces sujets à l'ordre du jour, mais c'est une interpellation de la classe politique, c'est une interpellation des jeunes qui vont pouvoir prendre le relais, c'est une interpellation vis-à-vis de tout le monde. Avant de passer sur le volet donc santé, on va juste rebondir dessus. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, Djambala pourrait faire preuve de autosuffisance alimentaire ici même avec la culture donc l'igname et de la pomme de terre? Djambala est la capitale d'un département à vocation agricole. Le plateau est un département agricole. Donc, on va dire, on est tout à fait en phase. Donc, comme François a su bien le dire, le paysan, qu'il soit à Djambala, dans les plateaux, dans les autres départements, le paysan congolais est prêt à travailler la terre, à nourrir les grands centres urbains. Mais le problème, où est-ce qu'il se pose? Il se pose à notre niveau, nous les cadres. Dernier exemple que je vais vous donner, madame, où on va dire bravo au gouvernement d'avoir pu faire la foire agricole de Bambou Mingali dans le département de Dieu-et-les-Fini, justement, et tout. Bravo! C'était un projet gigantesque. Il y a eu une grande mobilisation et tout. Malheureusement, il y a un mais. Et ce mais, c'est quoi? C'est qu'il faut aller donner la parole aux agriculteurs. Il y en a qui sont partis de là, le cœur déchiré, parce qu'ils ont perdu leurs produits. D'abord, on a mis la foire à un endroit très éloigné du centre de consommation. La foire, c'est quoi, madame? Une foire agricole, c'est quoi? C'est simplement un marché. C'est un marché. Une vitrine. Une vitrine, c'est un marché d'exposition et d'achat, de vente. Comment on peut mettre un marché loin d'un centre du plus grand centre de consommation? Donc, quand on fait un tel projet, vous voyez que nous, les cadres, nous ne prenons pas le temps d'aller écouter justement ces paysans.
Nous pensons que nous sommes bien calés, sortis des universités les plus prestigieuses que vous pouvez citer. Donc, on fait tout pour eux. Mais voilà les erreurs, malheureusement, que nous faisons et qui coûtent cher à la politique nationale qu'on veut mettre en place, que le président a décidé de mettre en place. Donc, on a fait la foire, c'est bien, mais l'erreur de cette foire, c'est d'être éloigné des centres de consommation. Et donc, le paysan, prendre ses produits, les amener à la foire, le consommateur, quitter loin, venir acheter, on pose problème. Je ne vous parlerai pas des difficultés, des transports, les tracasseries, ainsi de suite. Et vous voyez que le projet n'est plus pertinent. Donc, il y a une dimension à ajouter. Il faut redonner, il faut revaloriser. Quand nous parlons de la priorité à l'agriculture, il faut revaloriser le paysan congolais. Il faut le prendre comme un partenaire, l'écouter. C'est quand nous allons écouter le paysan congolais que, madame, on va redonner à ce pays sa vocation agricole. Mais tant que c'est les mêmes cadres qui s'enferment dans leurs bureaux climatisés pour réaliser des solutions pour ces paysans, nous risquons de continuer à faire comme la foire. Comme par exemple aussi les marchés. Moi, je vis à Bakongo, il y a un marché formidable qui a été construit, mais vous allez le voir, les vendeurs ont déserté le premier étage. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment apporter leurs marchandises à cet étage. Et nous sommes là, les cadres, les bras croisés, on n'a plus de solution sur un investissement important. Et vous multipliez ça, que ça soit à Dolisie, partout, c'est un peu ça. Donc, le problème, c'est nous les cadres, nous les cadres. Merci beaucoup. M. Biguizou, vous souhaitez réagir après Oui, mais non, en fait, Joachim a touché là, justement, l'aspect important que je voulais mettre en lumière. Il faut remettre le paysan, ou il faut mettre le paysan au cœur de cette problématique de l'agriculture. Il faut lui redonner la parole. Et justement, quand on va mettre cette grande foire très loin d'un grand centre de consommation comme Brazzaville, mais émotionnellement, on envoie un message. C'est-à-dire qu'on réfléchit à la place du paysan. Si on avait écouté le paysan, si on avait écouté ses préoccupations, je crois qu'on l'aurait pas, en fait, on l'aurait pas mis cette foire-là, là où on l'a mise. Donc, très loin de Brazzaville. Écoutons les paysans, redonnons-leur la parole, mais redonnons-leur la place qu'ils méritent. Le paysan n'a jamais eu la place qu'il mérite. C'est plutôt les autres, les cadres, comme dit Joachim, qui pensent à sa place. Et tant qu'on continuera à penser à la place du paysan sans l'associer dans l'action, mais dans la décision, mais on tapera toujours à côté. Monsieur Oko, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que c'est le même schéma dans le volet aussi santé? Alors, je ne partage pas pleinement le même avis, mais je le partage à moitié. Je le partage à moitié, pourquoi? Je le partage à moitié, pourquoi? Parce que, évidemment, si on avait placé justement cette foire agricole à Brazzaville, ça aurait jasé, pourquoi pas à Pointe-Noire? Pourquoi pas à Dolisie? Pourquoi essentiellement on peut multiplier les foires. Donc, oui, il faut d'ailleurs les multiplier. Mais il faut les multiplier, voilà. Il faut tout de même noter que c'est une première. C'est une première en soi, et évidemment, une première fois, on fait toujours des erreurs. Mais ce qu'il faut en tirer d'abord, c'est la volonté justement à produire quelque chose d'assez extraordinaire, ou en soi, qui sera précurseur des prochaines foires où on arrivera à trouver l'équilibre. Et là où je suis d'accord avec les journalistes ici, là où je suis d'accord, c'est justement le fait de mettre l'agriculteur au cœur. Oui, je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que ce sont eux, justement, qui connaissent la terre, qui connaissent la complexité des choses. Et de manière intellectuelle, nous ne pouvons pas parler à leur place et penser que notre capacité cognitive nous permettra de faire mieux. Et oui, ces derniers doivent être au cœur, justement, de ce projet. Avant de terminer l'émission, parce qu'on arrive bientôt donc vers la fin, est-ce qu'on n'est pas en train, c'est pour ça que je vous posais la même question, de répéter ce schéma-là, mais cette fois-ci sur le volet santé, parce qu'on parle beaucoup d'augmenter le nombre de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes et de moderniser même aussi l'équipe et les structures, mais beaucoup de Congolais, pour les avoir donc interviewés, disent que les bâtiments sont là, mais il manque l'accès donc aux médicaments, au personnel, et la prise en charge n'est pas assez aussi soutenue. Est-ce que justement on peut faire aussi le parallèle avec l'agriculture, que ces secteurs-là ne sont pas aussi assez bien mis en avant et surtout pas assez écoutés?
Alors, madame, je vais vous parler en toute honnêteté. Au niveau de la santé aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu un bond. Et je trouve que ça coïncide justement avec le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, Ensemble Accélérons la Marche, parce qu'on a vu la construction de différents hôpitaux. L'hôpital de Sibiti, de Patra Ngoyo, on a vu l'hôpital de Diri également qui a été construit. Donc, on voit qu'il y a une volonté de doter, en tout cas au niveau infrastructure, le Congo pour la santé. Mais cependant, il faut toutefois préciser quelque chose. Aujourd'hui, si l'offre de santé est déplorable, il faut qu'il y ait des véritables personnes qui ont un véritable sens de déontologie au niveau de nos hôpitaux. Parce que je ne comprends pas, une personne qui a fait un serment d'Hippocrate demande de l'argent, demanderait, puisque je n'ai pas assisté, demanderait de l'argent avant de soigner un patient. Et là, j'ai envie de dire, ce n'est pas la responsabilité du président de la République. Ce n'est pas la Il faut arriver à dissocier cela et à pointer du doigt, lorsque nous arrivons dans un hôpital, les personnes qui demandent de l'argent, ce n'est pas les membres du gouvernement. Lorsqu'on se plaint des infirmiers, certains, pas tous, fort heureusement, et il faut qu'on arrive justement à sensibiliser la mentalité congolaise, même également au niveau de l'offre de la santé. Pour terminer, je dirais une chose également, c'est que les nouveaux bâtiments qui ont été construits, il faut de l'entretien. Et oui, parce que quand on demande de l'argent, quand les personnes viennent payer, il y a une recette qui rentre. Et cette recette-là pourrait éventuellement permettre justement à l'entretien de ces structures. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec la destruction des infrastructures qui sont construites alors qu'il y a eu un fort investissement. Donc tout le monde doit se mobiliser et l'État congolais doit continuer à investir et aussi les patients, les patients également parce qu'on voit les déchets qui sont jetés ça et là. Les chefs de service, les directeurs d'hôpitaux doivent également prendre leurs responsabilités. Merci Monsieur Oko donc, pour cette analyse. Et pour vous, journalistes, pour clôturer, on va parler un tout petit peu vraiment pour finir sur la probabilité du corridor 13. Quelles sont selon vous les probabilités réelles que le corridor 13 soit achevé dans le prochain quinquennat donc, du candidat Denis Sassou Nguesso s'il est réélu, sachant que les engagements ont déjà été pris au niveau des routes et donc aussi des ports. Mais selon vous, est-ce que ça peut être vraiment applicable? Oui. Oui, ce projet ne pourra qu'être réalisé parce que tout simplement, c'est un projet qui lie le Congo avec les institutions régionales et même internationales. Donc, sur ce plan-là, ce n'est pas un projet strictement gouvernement, État congolais, mais c'est un projet régional. Et c'est un projet aussi de communication inter-État. Donc, ce qui fait que le Congo est obligé, de tenir ses engagements devant les autres États. Et donc, dans ce contexte-là, je suis sûr que cette route partant de Ouesso, donc jusqu'à Bangui, va en passant évidemment par le département de la Likwala, qui du coup sera désenclavé, donc va de nouveau en termes de communication terrestre réintégrer la République, ce projet sera tout à fait réalisé. S'il n'est pas réalisable, est-ce qu'il y aurait des conséquences il va être réalisé, madame. Il ne faut pas voir les choses sous cet aspect-là. Pourquoi il va être réalisé? Mais parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la ZLEGAF. Oui, exactement. Donc les barrières douanières... La zone de libre-échange africaine. Voilà, les barrières et tout ça douanières vont tomber. Et il y aura une libre circulation et des biens et des personnes. Et donc, mais on ne peut pas parler de libre circulation des biens, des personnes, sans intensifier les infrastructures routières, mais qui s'interconnectent, qui interconnectent les États. Je crois que le chantier donc lancé par le président candidat, le président de la République avant qu'il ne soit candidat, nous interpelle tous et nous pousse à nous préparer justement à cette zone de libre-échange. Libre-échange. Et ça retombe sur ce que nous disons, c'est-à-dire intensifier l'agriculture, financer, encourager les producteurs. Sinon, ce que nous sommes en train d'encenser, d'applaudir, va se retourner contre nous. C'est-à-dire que ce sont les autres qui vont nous envoyer leurs marchandises par le biais de ces routes-là, et nous, on ne sera là que pour consommer, alors qu'on
on aurait intérêt à en profiter pour exporter davantage et créer véritablement de la richesse aussi dans notre pays. Eh bien, merci messieurs pour cette analyse, parce que justement on arrive à la fin. Mais on aura l'occasion donc au cours même de cette émission Fort Bleu de campagne de poursuivre donc ces analyses. Je vous remercie messieurs, merci à vous et merci surtout de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une prochaine émission de Fort Bleu de campagne.